Bonjour et bienvenue à vous. Ravi de vous retrouver ce matin dans votre matinale Bonjour d'Algérie. Et comme vous le savez, le mois d'octobre est toujours sous le signe de ce petit ruban rose qui signifie la lutte contre le cancer du sein. C'est une campagne qui se déroule toute l'année, mais plus intensément pendant ce mois d'octobre. Et nous aurons le docteur Moustapha Missaoui. Donc, il est le président de l'association Al-Badr National. Il viendra donc nous parler de la 12e édition donc, du lancement de la sensibilisation contre le cancer du sein. Et il sera accompagné de Bounaïm Raouf. Donc, il est membre de cette association. Ils nous parleront de tous les travaux qu'ils ont mis en place. Nous continuerons puisque nous parlerons donc de tourisme saharien. Nous recevrons Mohamed Dali, donc il est le président de l'association des loisirs, des échanges, du développement, de l'environnement dans le Sahara. Il nous parlera donc de son association et de tout ce qu'ils font au quotidien et pendant toute l'année sur le terrain dans cette région-là. Et nous continuerons, donc nous aurons le plaisir de recevoir Kadi Mohamed. Donc il est le fondateur de la start-up Holiday, une start-up qu'ils ont mise en place pour promouvoir donc le tourisme sur le territoire national. Il nous parlera donc, il nous donnera tous les détails à propos de la start-up Holiday. Et nous finirons avec le sport et nous recevrons Riyad Belkhedim. Il nous parlera de la qualification du CRB aux phases de poule. Voilà pour ce matin. J'espère que vous allez passer un agréable moment avec nous. Et nous commençons par le point météo avec Amel Haribi. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Amel Haribi, bonjour. Bonjour Mariam, ça Comment va? vas-tu? Très bien, merci. Alhamdoulilah. Un peu humide aujourd'hui. Hein. Un peu humide comparé au On le jour sent ce précédent. matin. Hein. Oui. Ah oui. Franchement, le temps n'était pas clair du tout ce matin. Exact. Voilà. De la brume. Comparé au jour précédent, franchement, mais quand même, ce sont de très belles journées que nous avons en ce moment. Malheureusement, pour un mois d'octobre. Hein, oui, c'est trop chaud pour. Oui, c'est vrai que c'est trop chaud. Moi, je me dis, ouais, il fait beau, mais c'est vrai que. Oui, mais bon. Mais on fait avec, hein, qu'on le veuille. On est obligé. Hein. Eh ben, allez, à toi, Amel. Merci, Mariam. Bonjour à tous et bon réveil. Et bien, pour aujourd'hui, de la brume matinale sur pratiquement l'ensemble des régions nord, avec un taux d'humidité assez important pour aujourd'hui. Sous un ciel plutôt dégagé tout au long de la journée d'ouest en est, la moitié sud connaîtra un ciel partiellement voilé avec des orages vers l'extrême sud, le Gard Tassili, le Sahara central, le Sahara oriental avec quelques pluies notamment vers le Gard et le Tassili. Ailleurs, le soleil prédominera avec toutefois des sillons de sable du côté de Tindouf, le sud des oasis, tout au long des frontières algéro-maliennes, le Sahara central et le Sahara oriental. Les températures, eh bien, elles seront toujours aussi élevées, mais plus vers l'intérieur. Le maximum aujourd'hui, 33 degrés à Tizi Ouzou, 32 Constantine, 31 Relizan Chlefein de Fla, également Tlemcen, 30 degrés à Batna, à Naba, 29 Al-Biyad, Djelfa, également Alger, 27 à Oran, au sud 31 degrés, Gardaïa, Biskra, 33 à Béchar, Tamanrasset, également Janet, 36 à Adrar, 38 degrés à Insalah, 40 à Ingazam et 42 degrés le maximum cette fois-ci à Borj Beji Mourtal. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt calme sur les côtes ouest et centre, peu agitée sur les côtes est, avec des vents faibles, 10 à 20 km/h sur les côtes ouest et centre, et 20 à 40 km/h sur les côtes est, et les vents seront de secteur est à nord-est. On va faire un petit tour du côté de l'Amérique du Nord, où le temps restera pluvieux, orageux, plus exactement du côté de Mexico, quelques pluies orageuses à Vancouver, partiellement vallée Dallas, également Montréal et Miami. Ailleurs, le soleil brillera de tous ses feux. Côté Mercure, eh bien, on relèvera un minimum de 16 degrés à Vancouver, 27 à Montréal, également en Californie, 25 à Mexico, 29 Washington, Miami et 33 degrés le maximum cette fois-ci à Dallas. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée.
قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Amal Aribi, merci C'est pour moi ce qui vous point remercie. météo. Donc, on te retrouvera demain, Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah, avec grand plaisir. Moi de Et même. moi, je pensais que tu voulais rajouter quelque chose. moi de même. Merci beaucoup, Amal. Et je vous propose tout de suite donc d'écouter une chanson de Maryam Ben Allal, Sidi Boumediene. سيدي بومدين جيتك قاصد أجيني في المنام نبرا معدني بيدك رميلي بالقبيح ضرة يسعد اللي صفة مسعدون بعد النحاس يعدلون نقرا نبي الهادي محمد أبي زهرة وجنانا ثمر ضايا مسقي من جنته الخضراء سيدي بومدين جيتك قاصد أجيني في المنام نبرا سيدي بومدين جيتك قاصد أجيني في المنام نبرا Voilà, donc c'était Maryam Ben Allal qui nous interprétait Sidi Boumediene. Et comme je vous l'avais dit, nous parlerons de sport puisqu'un événement phare s'est passé hier soir. Et nous avons le plaisir de recevoir Riyad Belkhadim. Bonjour. Bonjour Maryam. Comment vas-tu? Je vais passer à la fin, mais Oui. comme c'était très fluide sur l'autoroute, je suis arrivé, T'es arrivé plus tôt. donc je passe plus tôt, voilà. Marhaba bek. Pas Alors, grave. dis-nous tout. Alors on va commencer par le football. Hier c'était soirée de Champions League. La veille, toujours à Oran, au stade Miloud Hedfi du complexe olympique d'Oran, c'était l'USMA qui s'était qualifié, l'USMA détenteur du trophée de la Coupe de la CAF. Voilà, on va voir les images, on peut les regarder tout de suite, avec le CRB qui a dû attendre la 78e minute de jeu. Tenez-vous bien, ils étaient menés 1-0 et à la 78e minute, penalty pour 7 hommes. Wamba, le Camerounais du Shabab El Adil Beloucès, qui réussit son premier but. Et puis le second but, avec une passe de Boussouf, il ouvre son pied droit pour tromper le gardien de la Sierra Leone, des Beaux Rangers. La joie du Camerounais. Et puis Belkhir qui est rentré en deuxième période. Voilà, double contact. Il lève la tête, il va centrer, le ballon est légèrement dévié. Mais Wamba, encore lui, à l'affût, il va mettre son pied droit encore, contre-pied parfait pour le gagner, ça fait 3-1. C'était sur le même score que les Belouizdadi, quadruple champion d'Algérie, avaient remporté le match aller, 3-1 plus 3-1, ça fait une lourde note
à payer pour les Sierra Leone, mais qualification en phase de poule comme pour l'USMA. Le CRB qui donc évolue en Champions League depuis 4 saisons, il n'a pas fait mieux que les quarts de finale. Cette fois-ci, il va passer en poule. Et l'espoir de tous les supporters, bien évidemment, c'est d'aller au bout de la compétition de cette Champions League. Il n'y a que le Mouloudia d'Alger. À une ancienne époque, c'était l'ancienne formule, c'était en 67 qui avait remporté le championnat d'Afrique ou la Coupe d'Afrique des clubs. Donc il y a une étape cruciale que doit passer. Alors ce sera la phase de poule où il y aura 4 équipes dans chaque groupe et les 2 meilleurs se qualifieront au quart de finale. Quart de finale, c'est le dernier écueil sur lequel bute le CRB depuis plusieurs saisons. Oui. Et là, l'objectif cette année, avec un effectif étoffé, le CRB a recruté Raïs Mboulhi, qui a joué hier son premier match depuis très longtemps. Gdiola également, qui n'a pas encore commencé à jouer. Et puis il y a plein de joueurs prometteurs. Il y a Delfellou, qui était à l'USMA, qui est parti faire un petit tour du côté de la Hollande et qui est revenu. Il était au match aller, il n'a pas joué le match retour, on l'a fait reposer. Il y a Wamba, le Camerounais qu'on a recruté. Il a réalisé un triplé impressionnant hier. Le score, on l'a commenté avec Abdenour Kawa hier soir, moi et notre consultant. Le score ne reflète pas la physionomie du match. L'équipe, peut-être qu'elle pensait que mission était déjà accomplie avec le 3-1 du match aller. Donc on était un petit peu derrière, on attendait, on a encaissé un premier but. Et puis les Sierra Leone qui étaient en bloc derrière étaient restés très regroupés. Donc le CRB et les joueurs du Belge Van den Breek n'ont pas trouvé de solution. Et puis il y a eu ce penalty qui a débloqué subitement la situation à la 78e minute. Et les joueurs du CRB ont déverrouillé le cadenas, comme on dit dans le jargon. Ça fait 3-1. On espère que les 2 équipes iront loin. On espère que le CRB ira loin. Et on espère que l'USMA gardera son titre, puisque l'USMA a remporté le titre de la Coupe de la CAF la saison dernière. Voilà pour le football. Inch'Allah. Donc nous avons encore aussi la gymnastique. C'est pas rien, Mariam, c'est une excellente nouvelle, même une superbe performance. Alors, elle s'appelle Kailia Nemour, c'est notre gymnaste algérienne. Qui, sur les barres asymétriques, on va voir quelques images. Barres asymétriques, c'est au championnat du monde à Anvers, en Belgique. Elle réalise un exploit, elle termine 13e lors de ses qualifications, puisque les 14 premières au classement des qualifications sont automatiquement qualifiées au JO de Paris. Tenez-vous bien, Mariam, c'est la première gymnaste femme qualifiée à des Jeux Olympiques. C'est dire l'exploit. Alors, la jeune Algérienne, elle a 16 ans. Elle évolue sous les couleurs de l'Algérie, bien évidemment. Elle a impressionné le public lors de cette compétition. 13,266 à la poutre, 12,70 au sol, 13,000 au saut, 14,733 sur les barres et une note générale de 53,699. On la voit ici sur la photo. Des performances qui lui permettent de se classer donc 13e. Notre gymnaste licencié en France, à Avoine-Beaumont, a marqué les esprits. Hier, à Anvers, lors de son passage. Alors, notez bien, elle se permet le luxe de prendre la 2e place. On va voir dans quelques instants le classement sur cet agrès. Derrière, l'américaine Charlize Jones, on regarde. Et surtout, Charlize Jones qui a fait 14,833. Et surtout devant la superstar américaine, Simone Biles, superstar aux États-Unis qui récolte 14,400, ce qui est encore plus prometteur avant la finale. La finale, ce sera samedi prochain. Elle est déjà qualifiée au JO, mais la compétition au championnat du monde, elle l'est encore. Elle peut avoir une médaille dans ces championnats du monde, soit 1, soit 2, soit 3. On espère l'or, pourquoi pas, puisqu'elle est classée déjà 2e. Et d'après les spécialistes, Kailia Nemour semble en avoir encore sous le pied, puisqu'elle a fait une petite erreur de liaison dans son mouvement aux barres parallèles, et on la voit, best wishes, bien sûr, c'est les meilleurs vents, on lui souhaite bien évidemment qu'elle remporte une médaille d'or à ces championnats du monde. Ce serait vraiment historique pour la gymnastique algérienne. Alors si elle n'avait pas fait cette fausse note, elle aurait eu une note qui aurait explosé le plafond et elle serait première au classement, c'est vous dire l'exploit. Alors une gymnaste algérienne aux Jeux Olympiques de Paris, c'est un vrai exploit, on la salue, on l'encourage. Et on sera derrière elle samedi, pourquoi pas, pour le podium mondial. Encore une fois, ce serait
historique. Donc ces Jeux Olympiques, ça serait pour quand? L'été prochain, à Paris, Myriam. Vous y serez. Attention, c'est cher. Hein. Il paraît qu'il faut débourser à peu près 1 000 € pour voir les finales du 100 mètres. C'est cher payé pour voir 8 bonhommes en train de courir pendant 8 secondes. C'est 1 000 € les 8 secondes en fait. Hein. Parce qu'à peu près il y a 8 secondes, 9 secondes pour le record du monde. C'est assez cher et c'est une grosse polémique hein, sur le prix de la Justement, billetterie. j'en ai entendu parler. C'est vrai que ça a fait quand même un tollé les prix des places. Donc c'est vrai que ça reste relativement écoutez, cher. quand on reçoit les Jeux, chez nous, c'est qu'on va voir tous les grands champions. On se dit, on va pas les toucher, mais on va les approcher de près. Tout à fait. Et puis les citoyens français, ils vont, regarder les Jeux à la télévision comme s'ils se jouaient à Oslo ou à Vancouver. Donc c'est un peu frustrant. C'est vrai. On espère qu'on aura le maximum d'athlètes sur place. La télévision algérienne très certainement sera présente pour soutenir tous nos qualifiés et on espère parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas récolté des médailles, on espère qu'on aura quelques breloques autour du cou de nos athlètes. Inch'Allah. Merci beaucoup Riyad. Merci Maniam. Voilà, donc il y a un programme pour le sport cette semaine? Écoutez, le week-end, il y a eu hier 52 chrono qui a donné l'info de Kaylan Emour, présenté par Mortar Hamani. Jeudi, week-end sport, comme chaque veille de week-end, à partir de 21h, le programme de toutes les compétitions du week-end. La Ligue 1 avec la 4e journée du championnat, la Ligue 2 qui a repris la semaine dernière. La finale, voilà, ça c'est un événement, la finale de la Coupe d'Algérie de handball, en direct de la salle du complexe Belgaïd, toujours au complexe olympique d'Oran, commenté normalement, si je ne dis pas de bêtises, je suis même sûr, par notre spécialiste de handball, Nordine Henni. Voilà les grands événements qui nous attendent. Et puis samedi, les finales. Pourquoi pas avec Kaylan Emour qui va essayer de décrocher Je pense qu'on sera tous devant nos postes de télévision. Voilà. On sera accrochés comme elle sera accrochée. Il le faut parce que c'est vraiment un grand événement dans le sport algérien et dans la gymnastique algérienne. Inch'Allah. Donc rendez-vous est pris pour les mordus de sport. Voilà, et j'essaierai d'arriver encore un peu plus vite. Encore un peu plus tôt. Après la météo, je vous promets. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Riyad. Merci à vous. Merci, et bonne journée. Merci à vous de même. Et donc, l'émission continue. Bonjour d'Algérie continue. Je vous propose donc de regarder un sujet de Rima Lourari. Donc, c'est campagne de sensibilisation, caravane de sensibilisation à Ouargla. Avec près de 14 000 nouveaux cas enregistrés annuellement, le cancer du sein arrive en tête des cancers touchant la femme en Algérie et celui qui cause le plus de décès. D'où l'importance de la prévention et du dépistage précoce. C'est dans cette optique que la caravane de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein s'est établie cette année à Ouargla, offrant à de nombreuses femmes la possibilité d'avoir des consultations de dépistage et de recevoir des informations sur cette maladie dévastatrice. Je conseille à toutes les femmes d'effectuer le dépistage du cancer. Grâce à ces caravanes, cela est devenu possible et accessible. Je remercie tous les médecins présents qui nous accompagnent et nous prennent en charge durant la campagne d'Octobre Rose. C'est une très bonne initiative. Je suis venu inscrire ma femme pour qu'elle puisse effectuer son dépistage. Alors exactement 10 ans de dépistage, 10 ans de travail de terrain et quand même nous avons quand même plus de 25 000 femmes dépistées. 36 wilayas sillonnés et aujourd'hui on est à Ouargla. Nous avons trouvé des cas, mais la chose, au fait, le point positif et d'où c'est l'intérêt justement du dépistage, c'est que nous avons dépisté la plupart à des stades vraiment précoces et là nous avons repris ce qu'on appelle les traitements conservateurs. Les équipes médicales composées d'obstétriciens, de gynécologues et de sages-femmes, piliers essentiels de cette caravane, procèdent à un examen préliminaire des femmes âgées de plus de 40 ans, tranche la plus sujette au risque du cancer du sein. Elles sont orientées vers des centres d'imagerie pour une mammographie. Un accompagnement est offert tout au long d'Octobre Rose, allant du dépistage, la pose de diagnostic jusqu'au traitement, tout en prodiguant des conseils avisés, notamment sur l'autopalpation. Les femmes doivent être donc éduquées, sensibilisées. Les femmes plus de 40 ans, donc quelque chose qui est obligatoire de faire la mammographie. Pourquoi? Donc pour le dépistage précoce de cancer du sein. On commence tout d'abord par la mammographie. Après les clichés qui sont juste ici, on les examine et si par besoin, on a besoin de compléter par une échographie, on continue sur l'autre pièce.
Alors, et enfin, on classe la maladie selon une classification bien précise et on note ce qu'on doit faire comme conduite à tenir. En cas d'un diagnostic positif au cancer du sein à un stade précoce, on doit commencer tout d'abord par une biopsie qui va confirmer le diagnostic et puis on va l'orienter pour d'autres traitements, comme par exemple la chimiothérapie, la radiothérapie, voire même la chirurgie. Le dépistage du cancer du sein demeure le meilleur rempart pour détecter toute anomalie à un stade précoce, augmentant ainsi les chances de guérison. C'était un reportage signé Rima Lourari et j'ai le plaisir donc de recevoir Dr Moustapha Moussaoui. Dr Moustapha Moussaoui, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Marhaba bik. Merci d'être là ce matin. C'est nous qui vous remercions. Et donc vous êtes le président de l'association Al Badr National. Donc c'est la 12e année consécutive que vous organisez donc des campagnes de sensibilisation, de dépistage, que ce soit sur Alger ou sur le territoire national. Absolument. Donc l'association Al Badr, elle existe depuis 2006, donc on a 17 ans sur le terrain et on fait justement depuis 2010. Bon, on a eu une interruption pendant juste le Covid. Donc on fait chaque année une sensibilisation durant tout le mois d'octobre et même au cours de l'année, on fait des campagnes de sensibilisation localisées. Donc est-ce que pour cette année, il y a de la nouveauté? Vous avez peut-être essayé on va dire de faire une campagne de communication peut-être plus grande? Vous avez essayé de ratisser plus grand, plus large plutôt? Donc le travail de l'association Al Badr, c'est un travail qui est continu, donc il est régulier, il est continu. Donc on a bien sûr la fabrication de dépliants sur l'auto-examen des seins, sur la mammographie, comment se passe la mammographie. On a des campagnes bien sûr au niveau de sensibilisation, au niveau des universités, au niveau des entreprises publiques, des entreprises privées aussi. Il y a tout un programme durant ce mois. On a bien sûr le premier samedi de chaque mois d'octobre, le samedi, donc le 7, il va y avoir une randonnée à Shrea. Donc c'est une randonnée pour découvrir le monde Shrea et pour faire un peu d'activité physique parce que contre le cancer, l'activité physique est nécessaire. Et bien sûr, on a aussi, comme chaque année, on a des conventions avec des centres de radiologie pour baisser les prix de pratiquement de 50% afin que la femme puisse faire sa mammographie une fois tous les 2 ans. Donc, qu'en est-il déjà du dépistage? Comment cela se fait au niveau on va dire de votre association? Comment vous présentez les choses, puisque vous avez affaire, on va dire, ça peut être des femmes lettrées, ça peut être aussi des femmes illettrées. Comment ça se passe un petit peu, on va dire? Donc le dépistage, l'association n'a pas le rôle de faire le dépistage, mais on fait la sensibilisation afin que la femme puisse se faire dépister. Pour ça, il y a tout un moyen de communication qu'on utilise, que ce soit par le site, par la page Facebook, par Instagram, grâce à vous, justement, grâce aux médias. On arrive à faire rentrer la sensibilisation au dépistage du cancer du sein dans les maisons rurales ou comme dans les maisons urbaines, afin que, et c'est ce qu'on constate justement depuis 2010 qu'on fait la sensibilisation sur le cancer du sein. Maintenant, par rapport à il y a 13 ans, maintenant on peut parler dans chaque famille du cancer du sein, comment se faire dépister, qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut aller. Il y a moins de tabous, vous sentez qu'il y a moins de tabous au niveau des sociétés pour parler du cancer du sein? Ah oui, absolument. Donc, actuellement, on le constate dans notre famille déjà, et même dans notre entourage, on parle du cancer du sein comme d'une maladie qui se traite. Et effectivement, elle se traite bien par rapport à avant, dans la mesure maintenant, il y a des centres de radiothérapie en Algérie un peu partout. Les rendez-vous sont peut-être un peu longs, mais beaucoup moins longs qu'avant. Et on espère qu'il y aura encore d'autres améliorations. Comme la chimiothérapie, par exemple, aussi, elle se fait pratiquement dans chaque wilaya. Donc, les femmes qui ont atteint de cancer du sein, elles ont moins de trajets à faire pour faire le traitement. Très bien. Donc l'association Al Badr National œuvre, on va dire, à Alger ou aussi dans d'autres wilayas. Vous êtes plus présente dans certaines wilayas que d'autres? Donc on est beaucoup plus sur Alger et sur Blida.
C'est pas évident de faire tout le territoire national, j'imagine. Parce qu'il faut vraiment avoir le temps d'avoir des endroits pour faire la sensibilisation. Mais on compte justement travailler avec d'autres associations afin d'améliorer cette communication. Pour pouvoir l'étendre encore un peu plus. Absolument. Donc, toujours pour rester donc, dans cette thématique, donc dépistage, sensibilisation, qu'en est-il, puisque vous dites que l'association a débuté en 2006, le nombre d'adhérents, le nombre de personnes qui, on va dire, qui ont conscience de l'importance déjà de donner du temps et de faire déjà du bénévolat dans les associations, le nombre augmente? Ah oui, bien sûr. Donc, il y a eu un frein durant le Covid, mais on est pratiquement à 300 jeunes bénévoles. Dommage, il y avait un jeune bénévole qui devait venir avec moi. Bon, on ne s'est pas entendu sur les horaires, mais il y a beaucoup d'adhésions des bénévoles. Et nous, pour adhérer dans l'association, il y a une journée d'intégration, de formation. Et après, il y aura des formations régulières pour adhérer à notre association. Il y a beaucoup de jeunes, justement, qui sont intéressés par notre association, dans la mesure que l'association Al-Badr a été primée par l'Organisation mondiale de la santé à 2 reprises. La première en 2015 pour le travail sur le tabac à Alger, et la deuxième c'était en mois de mai 2018 à Genève, où on a été honoré. Il y avait à l'époque 5 prix, et les 4 autres c'était des médecins qui avaient fait des recherches, et nous c'était pour le travail associatif, et on avait à l'époque fait même un discours au niveau de l'Assemblée générale de l'OMS, où il y avait pratiquement tous les ministres de la santé du monde. Donc ça honore un peu. En fait, elle prend de l'ampleur, votre association prend de l'ampleur au fil des années? Absolument, on voit que ça grandit, l'association elle grandit, et la demande aussi elle grandit. La demande, parce qu'il y a beaucoup plus de malades de cancer qu'avant. Il y avait bien sûr le cancer du sein, mais il y a les autres cancers qui doivent être pris en charge. Donc l'association Al-Badr s'est impliquée dans tout ce travail. Très bien. Donc vous œuvrez au quotidien, et donc hier vous me parlez d'un terrain qui a été cédé par quelqu'un, donc au niveau de la wilaya de Blida, et vous avez l'intention donc de bâtir quelques appartements pour les personnes qui accompagnent les malades. Absolument. Donc l'association Al-Badr, bien sûr, il y a la sensibilisation, la communication, il y a des aides au diagnostic. L'association a des conventions avec des centres de radiologie, des centres de biologie, pour aider la femme atteinte de cancer du sein à faire ses examens, soit gratuitement, ça a prix modique. Donc il y a le deuxième grand volet. Le deuxième grand volet, c'est l'hébergement des malades atteints de cancer. Une femme qui viendrait par exemple de Tébessa ou de Djelfa pour faire la radiothérapie. La radiothérapie, c'est un traitement qui dure pratiquement 6 semaines. Tous les jours, la femme doit aller au niveau du centre anti-cancer pour faire la radiothérapie qui dure 5 à 10 minutes. Après, où est-ce qu'elle va aller? Donc on avait vu constater, et justement Canal Algérie nous avait accompagnés depuis 2006. Et la femme, elle n'a pas où aller. Donc on a vu des gens au début. Avant en créant l'association, on a des gens qui dormaient dans leur voiture, qui dormaient dans le jardin du centre anti-cancer de Blida. Et là, on a pris conscience, on a fait toute une sensibilisation. Il y avait M. Houchen, l'ancien wali de Blida, qui nous avait cédé un terrain où on a construit une maison de 5 étages. C'est un genre d'hôtel depuis 2015. Qu'on a inauguré cette Dal Ihsan. Et après, ça s'est encore étendu dans la mesure où un donateur à Blida nous a légué une villa où on héberge actuellement les hommes. Il y a une dame qui nous a légué aussi un appartement où on héberge les familles, parce que parfois les familles veulent être ensemble. Bien entendu, surtout si des fois peut-être que la maman a des enfants encore en bas âge, donc ils ont besoin d'être auprès de leur maman, et en même temps aussi la femme a besoin d'avoir aussi son époux auprès d'elle. Il faut même aussi, il faut dire qu'ils ont besoin d'un soutien psychologique aussi. Absolument, il y a des familles que le malade il doit être accompagné.
accompagner, bon, parce qu'il est handicapé, parce que comme vous dites, c'est un enfant, parce que le mari il est très atteint, la femme est très atteinte. Donc il y a une femme, elle nous a légué un appartement pour héberger les familles. Et on a aussi une villa qui a été mise à la disposition de Al Badr à Alger, au niveau, à 5 minutes du CPMC à Bellecour, où on héberge une trentaine de malades. Donc en tout et pour tout, on a pratiquement une prise en charge quotidienne régulière d'une centaine de malades pour l'hébergement, la nourriture et pour le transport. Donc on assure le transport vers les centres de radiothérapie, les centres d'anti-cancer, donc il y a une centaine. Et malgré tout ça, il y a toujours un manque dans la mesure où, par exemple, à Blida... Ça reste insuffisant. Le nombre reste insuffisant. Donc on a besoin de plus. Absolument. Et ça, c'est grâce aux gens qui nous aident régulièrement pour faire tout ce travail. Et on salue, on profite ce matin pour saluer tous ces donateurs, cette générosité, ce partage. Il y a une dame, comme quoi même les morts pensent aux êtres vivants. Il y a une dame, est décédée. Elle a laissé à ses enfants pour léguer 500 mètres carrés qui se trouve à 200 mètres du CHU France Fanon pour construire une maison d'hébergement pour les malades atteints de cancer. Donc tout le permis de construire, on doit l'avoir incessamment. Et ça, il y aura une autre bâtisse toute proche de l'hôpital où on pourra justement héberger, comme vous dites, les familles, dans la mesure où ce sera beaucoup plus spacieux que dans les SNH. J'imagine qu'on vous facilite aussi la tâche dans ces on va dire, ces démarches administratives aussi. Absolument. Non, nous sommes très aidés par justement la mairie de Blida, pour justement, ou même par le centre anti-cancer de Blida, dans la mesure où on a dans le centre anti-cancer, on a un bureau de l'association pour accueillir les malades qui viendraient demander des besoins ou des besoins d'hébergement ou d'aide. Donc il y a toute une solidarité en fait qui se met comme ça en place. Une solidarité et un climat de confiance. Une solidarité, un climat de confiance, dans la mesure aussi l'association a pratiquement 17 ans d'existence, donc il y a tout un travail qui a été fait. Et les journalistes de Canal Algérie peuvent en témoigner. Donc, ils ont vu comment on avait commencé et là où on est arrivé. Et on pense que, j'espère qu'on ira encore un peu plus loin dans l'aide, comme vous dites, dans la solidarité, pour développer cette solidarité qui est extraordinaire dans notre pays. Oui, effectivement, donc on peut réellement s'en vanter. Parlez-nous un petit peu donc, de la caravane rose. Donc c'est quoi exactement ? Nous, c'est la caravane rose, c'est des sensibilisations au niveau, pour l'instant cette année, on le fait au niveau de Blida. Donc c'est un bus avec des bénévoles, avec des stimulateurs de seins, pour justement sensibiliser les femmes à faire l'auto-examen des seins, parce que pour le diagnostic précoce du cancer du sein, il faut bien sûr un auto-examen une fois par mois, pardon. Un examen fait par un médecin une fois par an, et ça c'est depuis à partir pratiquement de la puberté, et une mammographie avec ou sans échographie pour les femmes à partir de 40 ans. À partir de 40 ans, parce qu'en Algérie, on a vu que la fréquence du cancer du sein, par rapport à d'autres pays qui est de 45 ans, en Algérie c'est beaucoup plus précoce, donc c'est à 40 ans, il faut faire une mammographie une fois tous les 2 ans. Donc ce bus se déplace à travers toute la wilaya de Blida. Voilà, donc on a des points bien précis où avec justement l'accord des PAPC pour faire ce travail. Ah, très bien. Donc on va faire un petit constat rapide. Comparé, donc vous m'avez dit c'est la 12e année consécutive. Comparé aux années précédentes, vous sentez réellement, on va dire que votre association ratisse beaucoup plus large et on va dire un peu plus présente
on va dire, sur le territoire, enfin, comme vous avez dit, Alger, Blida surtout. Hein. Oui, oui, bien sûr. On ne peut pas faire tout un travail un peu partout d'une façon bâclée. Donc, il y a tout un travail, c'est une tâche d'huile, en fait, effectivement, c'est une tâche d'huile. Donc, on fait tout un travail. On a vu, il y a une bonne adhésion des gens, une bonne adhésion des femmes. Et on a vu, par exemple, que les médecins spécialisés dans ce domaine nous disent qu'avant, avant 2010, il y avait pratiquement 90% de cancer du sein diagnostiqués à un stade dépassé. Maintenant, c'est une trentaine de cancers, 30% pratiquement des cancers du sein qui sont diagnostiqués à un stade dépassé. Donc il y a une très bonne évolution. D'accord, donc la communication est faite et la prise de conscience aussi donc, des femmes on va dire, est présente, on le sent donc, dans cette évolution. Absolument. Donc il y a ça, il y a le moins de tabous en parlant du cancer du sein, et les femmes prises à temps, donc le diagnostic fait, le traitement il est moins lourd que s'il était à stade dépassé et les chances de guérison sont beaucoup plus grandes. Donc on voit bien des femmes qui sont là depuis 10, 15, 20 ans. Donc il y a une très bonne évolution. Par exemple, hier, on a été passé sur une chaîne de télévision où une femme qui nous avait accompagnés, elle avait plus de 3 ans de guérison. Donc il y a une très bonne évolution. Il y a une très bonne prise en charge aussi, dans la mesure où il y a des centres de chirurgie pratiquement dans toutes les wilayas, la chimiothérapie dans toutes les wilayas. Et la radiothérapie, il y a une très bonne évolution par rapport à ce qu'on a vécu il y a une quinzaine d'années. Il y a de nouveaux centres de radiothérapie. Il y a d'autres centres qui vont ouvrir incessamment, notamment celui de Djelfa, qui est pratiquement fini. Donc ils attendent juste l'équipement, peut-être dans 6 mois, dans une année, incessamment. D'accord, très bien. On va encore un petit peu juste parler de l'événement de samedi. Il faut le rappeler, puisque il faut on va dire que le plus grand nombre puisse venir, puisse adhérer donc à cet événement. Absolument. Donc l'association elle fait ce samedi, le 7 octobre, on fait une randonnée à Shreya. Donc on a un rendez-vous avec toutes les personnes qui veulent venir à 9h30 à la placette de Shreya pour faire cette randonnée où avant le Covid on était arrivé à 3000 personnes qui venaient faire cette randonnée. Donc on a été freiné par le Covid et maintenant il y a une petite reprise, donc on va recommencer à refaire tout ça et les gens ils attendent que ça, hein. ils attendent la convention pour faire la mammographie à moitié prix et ils attendent la randonnée pour se retrouver, pour se ressourcer, pour découvrir un peu l'activité physique dans la mesure où il y a une marche de 3 km, une bonne marche familiale justement, il y a des gens qui viennent avec leurs enfants, avec donc c'est réellement bébés. Familial, Bien sûr. C'est familial, il y a des gens qui viennent avec des poussettes même, il y avait des poussettes, des petits bébés, des enfants, des grands, des adultes, des vieux, des vieilles qui viennent faire cette balade. Mais c'est un bon moyen de communication aussi, parce qu'il y a certaines personnes qui vont aller juste peut-être pour la randonnée et pendant ce moment-là pour pouvoir partager avec d'autres personnes et surtout peut-être s'ils n'avaient pas, on va dire, conscience de l'importance du dépistage, de l'importance de se prendre en charge à partir de 40 ans, c'est, on va dire, l'endroit s'y prête. Oui, bien sûr. Il y a l'endroit qui prête, il y a justement les malades qui sont invités, il y a des malades d'association qui seront sur place. Donc il y a une communication entre les femmes pour parler du cancer du sein, de la prise en charge. Et il y aura même sur place des bénévoles qui font faire une sensibilisation à comment faire l'auto-examen des seins. Ah, très bien. Donc vraiment, ça va être un moment de partage, un moment d'échange on va dire pour tout le monde, que ce soit pour les bénévoles, pour l'association et même pour les participants. Absolument. Et surtout pour les participants, surtout pour les familles, que ce soit hommes et femmes. Hein. Ils viennent en famille pour faire cette randonnée, pour découvrir aussi les monts de Shreya,
pour découvrir l'activité physique. Très bien, très bien. Monsieur, vous voulez bien nous rajouter un dernier mot donc, à propos donc, sur l'association, sur vos activités Donc on tient bien sûr à vous remercier et à remercier aussi tous les donateurs qui nous aident régulièrement parce qu'on a pratiquement 200, au minimum 200 repas à servir par jour. Donc pour ça, il y a toute une logistique, il y a tous les gens qui nous aident. On les remercie, on les remerciera jamais assez. Je vous donne par exemple un exemple, le boulanger, chaque jour, il nous donne pratiquement 70 baguettes par jour. Quand il part en vacances, il nous donne de l'argent pour acheter du pain. Sans parler aussi des entreprises qui nous aident pour donner du lait, de la confiture, des tomates, des légumes. Donc voilà, mais il y a toujours, les gens pourront toujours aider l'association. Et on a justement ce projet pour construire une autre maison pour les malades atteints de cancer. Donc, Inch'Allah, on reviendra pour en parler un peu plus longuement, pour la capacité, pour faire participer un peu les gens à ce nouveau projet, Inch'Allah. Inch'Allah. Un mot peut-être sur le train rose aussi. Le train rose cette année, on n'a pas encore, parce qu'il y a un problème parce qu'on a l'habitude de travailler avec les chemins de fer chaque année au niveau pour le travail sur le tabac. Et cette année, l'année passée on avait fait le train rose, cette année on est en cours de discussion pour essayer d'en faire un autre, Inch'Allah. Très bien, très bien. Eh bien, docteur Moustapha Moussaoui, merci beaucoup d'avoir été parmi nous, de nous avoir éclairé, de nous avoir donné toutes ces informations. On rappelle encore l'événement, donc ça sera samedi matin, donc au niveau de Sheria. À la Placette, à 9h30, rendez-vous à 9h30. Voilà, donc 9h30, rendez-vous pris à Sheria. Si vous êtes dans la wilaya de Blida ou si vous ne l'êtes pas, vous pouvez faire le déplacement. Donc une randonnée sera organisée. Et normalement, le temps sera bon. Hein, oui, le temps sera bon. Mais il y a des gens qui viennent d'Alger, qui venaient de Bouira, de Tizi Ouzou, de Cherchel. D'accord, donc il y a vraiment un déplacement sur de longues distances. Très bien, donc rendez-vous prêt samedi matin, Inch'Allah. Merci beaucoup encore, docteur Moussaoui, merci d'avoir été parmi nous. Et donc notre émission continue, je vous propose d'écouter une chanson de Teki Bawin.
Notre émission continue. J'ai le plaisir de recevoir Mohamed Dali. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Alhamdoulilah, marhaba bik. Et vous êtes le président de l'association des loisirs, des échanges, du développement et de l'environnement dans la Saoura. Je suis le membre. Membre, très bien. De l'association. Mon profil, c'est le responsable de presse et des presses au niveau de l'association de tourisme au niveau du Sahara. Ah, très bien, très bien. Donc, en ce moment, ça va bientôt être le démarrage de la période du tourisme saharien. On va d'abord commencer par présenter votre association. On va commencer par là. Notre association s'appelle ATLEN, Association Tourisme, Loisirs, Échanges, Développement, Environnement. Et environnement, oui. L'installation de notre association sont dans le sud-ouest algérien, Béchar, la Saoura. D'accord. Dans les environs de tourisme. Belle région, parce que notre association travaille dans les petites villes de tourisme de la Saoura, comme par exemple Kenadza, Arawilé de Béchar, Boukaïs, dans le nord de Béchar, et Tavit, Ibn Abbas, parce que Ibn Abbas maintenant c'est une wilaya, nouveau wilaya, et aussi Timoun, parce que notre association c'est quoi? C'est pour recevoir les touristes intérieurs, extérieurs, pour donner une image sur le tourisme saharien. Et c'est ça notre but. Très bien. Et là, en ce moment, donc, il y a énormément d'événements pendant tout ce mois pour célébrer al-Mawlid al-Nabawi Sharif, comme on l'a dit. C'est en fait pendant tout le mois de Rabi' al-Awwal. C'est ça. Maintenant, dans le grand site, c'est pas seulement dans la région de la Sahara. Dans tout le grand site, il y a un événement très important, c'est l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'occasion. Parce que ici, dans la région de la Sahara et dans tout le site algérien, la préparation débute du 1er Rabi' al-Awwal. Ce n'est pas le jour de la naissance du prophète, le 12 Rabi' al-Awwal. Oui. Non, c'est du premier, la préparation de tous les habitants du site. Ils préparent dans les zaouïas, dans les mosquées, dans les familles, ils préparent. Et dans les régions, ça dépend. Il y a, par exemple, à Timimoun, il y a le Sbour, un mois. Par exemple, Ibn Abbas, c'est 15 jours, Kinaza, 12 jours, 3 dans la ville de Béchar, comme ça. Et c'est un grand événement parce que beaucoup de gens du Nord, des familles du Nord et des écoles et des universités, ils venaient pour participer à cette fête de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, loisirs, on a parlé... Attention, oui, et à cette occasion, je profite avec nos spectateurs qui nous ont venus, je donne une idée sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'occasion, parce que pour voir l'image de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le messager qu'il a venu pour nous, les Arabes et les musulmans, et là, je donne une idée, une image. On doit retourner la discussion, l'entretien qu'il y a avec le Ja'far ben Abdul Muttalib, avec le roi du Habasha. C'est un entretien magnifique qu'on peut faire, c'est ça l'image du prophète. Très bien, très bien. Je vois un petit peu ce dont vous voulez parler, cette sagesse qui on va dire, qui caractérise le prophète alayhi salatu wassalam. On va continuer un petit peu à parler du développement, puisque votre association met le point sur le développement du tourisme. Comment est-ce que vous œuvrez au quotidien et quels sont les objectifs que vous voulez atteindre? Notre objectif de notre association, c'est la première chose, c'est pour le promouvoir du tourisme saharien, pour donner au tourisme une image au Sahara pour venir. Ce n'est pas seulement le tourisme intérieur, mais surtout le tourisme extérieur. Parce que tu sais, ici en Algérie, le PIB, le produit intérieur brut, toujours est en pétrole. On doit retourner, le tourisme c'est une chose très importante, parce que tu sais, dans le tourisme c'est économique. Il ne dépasse pas 10% de PIB. Et pour ça, nous retournons comment dire, le tourisme vert. Tout à fait, tout à fait. Pour ça, on doit développer le tourisme, et surtout le tourisme saharien. Parce que le tourisme saharien, il y a par exemple plusieurs types de tourisme. Il y a le tourisme, maintenant on va préparer, c'est le tourisme saharien, le début de la rentrée du tourisme saharien. Le début d'octobre jusqu'à la fin du mois d'avril, avec la fin d'année, avec maintenant le tourisme religieux, le tourisme qui utilise la fête des prophètes. Il y a aussi le tourisme
très important au Sahara, c'est dans le mois de juillet-août, c'est le tourisme médical. Médical. Les Justement, bandes de Sahara. vous m'en avez parlé le barah, on appelle ça C'est ça. Le tourisme médical, c'est quoi? Le tourisme médical, c'est dans tout le site. Et surtout le site, le Grand Arc occidental à Tarit. Parce que le fait, il n'y a pas les dînes. Il y a les dînes dans l'Ouad, dans le sud-est. Par exemple, l'Ouad, Biskra, tout ça. Il y a aussi à Adrar, Timion, il y a les dînes. Mais les experts, et surtout en Europe, les maladies au rhumatisme, aux os, ils donnent une idée, ils disent tu dois partir au Saoura, à Tarit. Parce que le fait. Le climat peut-être est. Non, le dîne. Juste, c'est les dunes. Le dîne, c'est très important pour le maladie, pour guérir le maladie. Parce que tu sais, au Tarit, il y a un grand arc occidental. Oui. Et le début du trou, c'est à 7 heures. Les personnes, les guides qui préparent, ils ouvrent les trous du grand arc occidental à 7 heures du matin. Pourquoi? Pour que les rayons du soleil, il doit, comme on dit en physique, s'appelle. Oui. Les rayons du soleil, ils doivent toucher l'intérieur du voilà, donc pénétrer à l'intérieur de ce trou. Pourquoi? Pour comment dire, la chaleur. Il doit résister à la chaleur sur le trou. Et le début des personnes qui doivent venir pour faire par exemple pour les maladies, pardon, ils doivent venir de midi jusqu'à 16 heures. C'est ça le moment pour guérir le maladie. La première séance, il doit entrer dans le trou, 1 heure, 1h30, 2 heures, puis il doit sortir. Très bien. Donc il doit entrer dans une tente, il doit rester pour sécher comme ça. Et il y a le thé, l'eau, il y a une soupe spéciale des plantes de la région. C'est la première séance. Le maladie, il doit faire 3 séances. Première, deuxième, troisième. Il y a des personnes qui font 10 jours, 15 jours, mais le médicament, c'est 3 jours. Il y a beaucoup de monde qui est venu au Sahara. Voilà, en parlant de monde, puisqu'il y a énormément de touristes, que ce soit des touristes locaux ou des touristes qui viennent de l'étranger, vous mettez aussi, votre association met l'accent sur l'environnement, donc le respect de l'environnement. On peut venir faire du tourisme, mais il y a on va dire, une certaine conduite à avoir. Oui, pour ça, notre but de notre association, si tu vois notre tête de cette association, à tête à la fin, c'est pour l'environnement. Pourquoi? Parce que tu sais, nous trouvons des problèmes. Et surtout pour les familles, les étudiants, les écoliers, qu'on venait par exemple dans la fin d'année, les festivités de fin d'année. Oui, il y a énormément de monde. C'est vrai que ça accuse beaucoup de aussi, visiteurs. Maintenant, dans la fête des prophètes, ils laissent plusieurs choses comme les bouteilles, les choses. Beaucoup de déchets. Des déchets, c'est un civisme pour les gens. Parce que quand tu parles, ils disent c'est une hamada, c'est une grande dune. Non, c'est l'environnement, on doit respecter l'environnement. Les étrangers ne font pas ça. Par exemple, faire les mégots ou les déchets. Et donc, vous, dans votre association, vous essayez donc, par exemple, de parler à tous ces touristes quand ils viennent? Oui, on fait des appels. Très bien. Des appels avec les gens qui venaient, des groupes ou des gens qui venaient pour visiter le Grand Sire pour le tourisme. Pour les gens du Nord ou des gens de l'étranger, on doit parler, on fait un appel. On doit préparer des poubelles. Très bien. Des sachets comme ça pour nettoyer par exemple. Donc ne pas laisser, absolument pas dégrader cette nature magnifique qui est le sud algérien. C'est parmi les plus beaux déserts au monde. Donc on a le devoir c'est vrai qu'on accueille les touristes à bras grands ouverts, mais nous demandons que l'environnement soit respecté et que chaque personne reprenne ses déchets avec elle et les mette dans les endroits nécessaires. Chaque personne doit faire leur travail. Notre association, les gens qui venaient de l'intérieur et extérieur, ils doivent faire le travail parce que c'est un civisme. Très bien. Ça, c'est pas bon. Quels sont les endroits les plus visités? Les endroits phares Oui, pour les endroits à faire pour visiter le Grand Site, il y a plusieurs. Il y a pour visiter, il y a par exemple. On sait très bien du côté de Tarit, on a l'Iqsar. Oui, le vieux Iqsar. Les palmiers. Oui. Les jardins palmiers, parce que c'est les jardins. On a des palmeraies extraordinaires. Il y a maintenant les dessins dans les crêtes, les gravures. Oui, donc les gravures rupestres. Les gravures rupestres, c'est une chose très importante. Plus il y a, parce que quand on est venu un touriste, on doit faire un programme. Parce que dans les dromadaires, on doit faire une distance.
D'accord, il y a aussi donc les balades sur les dromadaires. Oui, il y a le ski de sable. Tout ça, c'est un programme. Il y a les repas traditionnels du Sahara, dans le Hmada, parce que tu sais, les nomades préparent des repas traditionnels, comme par exemple le bourra, le pain traditionnel, parce que tu sais, les nomades ne vivent pas dans la ville. Comme nous, par exemple, dans la ville, il y a la cuisine de gaz. Mais pour le nomade, c'est la cuisine des nomades. Mais en fait, les touristes, c'est ça qu'ils recherchent. Hein. C'est ça. C'est manger, goûter à cette nourriture. Surtout les étrangers, les ambassades, ils aiment toujours les repas traditionnels. Ils doivent voir les bijoux traditionnels. Par exemple, quand on est venu un touriste, par exemple, un ambassadeur, il dit il ne cherche pas donc des endroits luxueux, ce ne sont pas ça qu'il cherche. Il dit, tu ne fais pas héberger dans l'hôtel. Tu dois donc, héberger dans le vieux Orsal. C'est le khayma, le vieux Orsal. Pourquoi? Pour voir la nature du Sahara. C'est ça le charme du tourisme. Parce qu'un tourisme, s'il ne voit pas les choses intérieures du Sahara, ce n'est pas un tourisme. Très bien. Donc ces paysages à couper le souffle, ces couchers et levées de soleil. Et pour ça, quand on est venu les touristes de l'intérieur, il dit qu'il doit faire une tente dans le grand Rigo occidental. Parce qu'à Tsarit, il y a une hauteur de 200 mètres. Oui, les dunes. Du grand. Il dit qu'il doit faire préparer une tente. Pourquoi? Pour voir le coucher de soleil et le lever de soleil et les étoiles. C'est ça le charme du tourisme. Parce qu'un tourisme, il venait de l'Europe ou ici d'Alger, du Nord. Il y a les images, les endroits. C'est pas comme le Nord. C'est clair, c'est clair. Et chaque région a son charme et chaque région a sa beauté aussi. C'est ça. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Non, il y a une fin de... vous avez... Très bien. Attendez, oui, c'est ça. Pour cette fin d'émission, madame, il y a deux questions que je dois poser à nos spectateurs. La première question, c'est la promotion du tourisme, l'inévitable touche du guide. Et la deuxième question, c'est le tourisme, facilitation des procédures administratives. Mais oui, les questions. Très bien. Attendez, on reviendra sur ça la prochaine fois. Donc, en plus de détails, on laissera ces deux points, en fait, pour une autre fois où on pourra débattre donc, de tout, peut-être les problèmes et ce que vous rencontrez. Oui. Donc, on en parlera. Le mot de la fin, madame. Le mot de la fin de cette émission, parce que c'est une émission très importante et parce que c'est la promotion du tourisme. Bien entendu. Pour notre fin de cette émission, le mot de la fin, celui qui ne croit pas à l'Algérie touristique ne croit pas à l'Algérie tout court. Athlète, notre association, notre devise, le sérieux, notre force, qualité, expérience. Très bien, merci, on croit tous au tourisme. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup d'être venu. Merci pour l'invitation de tout le groupe. Notre foi. Inch'Allah, avec grand plaisir. Voilà, donc notre émission continue. Je vous propose de voir un sujet de Saïda Mayouf sur le CITEV, bilan du CITEV. Merci. Ok, madame. Merci, avec ça. Le Salon international du tourisme et des voyages, dans sa 22e édition et au terme de 4 journées de travaux intenses, aura constitué un espace idoine pour tisser des liens et nouer des partenariats entre opérateurs nationaux et étrangers désireux de conquérir de nouvelles destinations. Nous effectuons beaucoup de déplacements vers l'Algérie et à partir de l'Algérie. Pour notre prochaine destination, nous visons le tourisme saharien. Nous avons beaucoup de demandes de notre population grecque pour connaître le Grand Sud algérien. On a reçu beaucoup de demandes d'agences de voyage dans l'Algérie. On a signé une convention avec plusieurs des hôtels. Nous avons eu beaucoup d'entretiens avec des partenaires algériens et étrangers pour conclure des partenariats et des mémorandums d'entente, notamment avec le Venezuela, Cuba, Mali et beaucoup d'opérateurs algériens. Des formules innovantes se sont frayées un chemin ces dernières années sur le marché du tourisme en tant que produit touristique fiable et durable. Et je suis venue ici au salon pour soutenir l'action des maisons d'hôtes parce que nous-mêmes en France, nous sommes un certain nombre de paysans qui avons lancé le concept de l'accueil à la ferme. C'est-à-dire que nous accueillons sur nos fermes les touristes qui veulent venir se reposer ou profiter de notre espace.
En Algérie, on arrive à labelliser 9 maisons d'hôtes. Nous avons à Tizi Ouzou, à Biniani, dédié à l'artisanat. Nous avons aussi le côté de la wilaya de Bijaya. Nous avons Ghardaya, Timimoun, Biskra, Mnia, Boussaada et Betna. Il y en a d'autres, Inch'Allah. Échange de points de vue et expériences, échange culturel, rapprochement fructueux. Nul doute, le CITEV aura marqué les participants d'une empreinte indélébile. C'était une expérience très très riche qui nous a permis un petit peu donc de tisser des relations, d'offrir cet espace à nos opérateurs pour échanger leur expérience, pour échanger aussi même les cultures. Parce que comme on a des exposants étrangers, donc ce rapprochement entre les peuples et les cultures, ça fait partie du tourisme en général. Promouvoir davantage ce bon qualitatif perçu à travers le CITEV, c'est insuffler un nouvel élan à l'économie nationale. Voilà, c'était de très très belles images de notre sud algérien et nous restons toujours dans le tourisme. J'ai le plaisir de recevoir Kadi Mohamed. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alhamdoulilah, merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Alors, vous êtes le fondateur de la start-up Holiday. Holiday. Très bien. On va déjà parler, c'est quoi exactement cette plateforme? Parlez-nous un petit peu. Après, on parlera, on dira comment vous est venue l'idée, mais là, on va parler donc de cette plateforme. Déjà, le nom Holiday. Bon, Holiday est une combinaison entre le nom Holiday, qui veut dire vacances, et Dar, qui signifie Holiday. Holiday. D'accord, Holiday. D'accord, donc. On a le mot Holiday, vacances en anglais, et Dar qui signifie maison en arabe, bien sûr. Dar, très bien. Belle. C'est ça, c'est se sentir chez soi partout en Algérie, c'est à peu près ça. D'accord, donc c'est ce que vous faites, cette plateforme, c'est ce qu'elle offre. Donc au tourisme, que ce soit le tourisme local. C'est pour le tourisme local, c'est une plateforme supportée par le site holidar.dz où on propose des maisons, ça peut varier d'appartements, villas, niveau de villas, des bungalows, des chalets, partout sur le territoire national. D'accord, donc comment vous est venue l'idée, pourquoi spécialement ces formules-là? Bon, de base, c'est venu déjà d'une mauvaise expérience personnelle. Et bon, pour une famille algérienne, l'idée venait vraiment pour trouver une alternative à l'hôtel, qui est vraiment très coûteux et peu adapté à la famille algérienne. Bon, par rapport déjà aux questions quand on prend un appartement, c'est plusieurs chambres, il y a une cuisine. On peut vraiment adapter notre séjour
comme on le veut. C'est là où est venue l'idée de lancer un genre de site. D'accord, très bien. C'est vrai que des familles algériennes, hein, généralement, quand on part en vacances, on a toujours tendance à partir en famille. Et qui dit famille ne dit pas spécialement la petite famille, mais elle s'étend toujours un peu. Voilà. Donc c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça que nous avons besoin d'un environnement bien précis. C'est ça. C'est, comme vous l'avez souligné, pour une famille, c'est minimum 4, 5 à 6 personnes. Et prendre une chambre d'hôtel ou ça reste très impersonnel. Voilà. Il y a aussi le côté dépaysement. Quand on va dans un appartement ou dans une maison, on se sent vraiment chez soi. On n'a pas d'horaire fixe pour le petit déjeuner. Une certaine liberté, tout à fait. C'est ça, c'est le côté liberté. Aussi, on est dans le côté aussi avec les propriétaires des maisons pour les former aussi, pour donner le maximum d'informations sur les activités à faire dans la région, tout ce qui est visite guidée, d'avoir les itinéraires, les adresses qu'il faut. On est aussi dans votre start-up, en fait, c'est essayer d'installer un climat de confiance donc, entre le propriétaire, donc, qui propose son appartement, ou comme vous l'avez dit, ça peut être un niveau de villa ou une maison secondaire, et ces vacanciers qui cherchent, on va dire, un endroit sûr, une adresse exacte, et surtout avec des prestations qu'il y a derrière. C'est ça. Vraiment, notre plateforme vient comme un tiers de confiance entre, comme vous l'avez dit, entre les propriétaires d'hébergement, que ce soit secondaire ou non, et les voyageurs. Et ce qu'on fournit, c'est vraiment cette confiance-là entre les deux. Et pour vraiment, parce que le vrai problème, parce qu'il y a un marché derrière, c'est que les gens, quand ils veulent partir en vacances, c'est le côté sécurité, c'est le côté vraiment d'enlever l'idée c'est pas évident de partir avec, on va dire, une petite peur au cœur, on va dire une peur au ventre. C'est pas vraiment pas le but. Hein, on part pas comme ça en vacances. C'est ça. Nous, on intervient pour vraiment donner des garanties côté que ce soit au paiement. Par rapport, on fait vraiment la sélection aussi par rapport aux propriétaires partenaires avec qui on travaille. On essaie vraiment de travailler avec des gens de confiance. On essaie aussi de les former. Il y a une formation que doivent bien sûr, prendre. Bien sûr. Et on continue parce que de base, les propriétaires de maisons secondaires ne sont pas vraiment faits pour gérer des établissements, on va dire, touristiques. Quand on prend un hôtel, c'est plusieurs postes. Il y a un réceptionniste, chef d'hébergement, des femmes de ménage. Et pour un propriétaire de maison, il n'a pas forcément toute cette formation-là. C'est pour ça qu'on vient vraiment pour aider le propriétaire à mieux accueillir les gens, pour faire le check-in et dans toutes les procédures donc il y a une certaine rigueur que vous imposez donc aussi à ces propriétaires. C'est ça. Ça serait quoi exactement? Quelles sont vos plus grandes exigences, on va dire? Bon, les exigences, c'est le sérieux, c'est de respecter les horaires. Aussi, c'est la propreté. Parce que, par rapport aux professionnels des établissements, on va dire, hôteliers ou du genre et tout, c'est que c'est que par rapport à ça, c'est qu'ils ont déjà, par exemple, des femmes de ménage pour mettre en propre les hébergements. Par rapport à nous, on doit donner une formation aux propriétaires de comment faire pour rendre vraiment l'appartement propre. Donc faire attention à tous ces détails? À tous ces détails, vraiment pour donner une prestation qui se rapproche vraiment de celle d'un hôtel, d'un hôtel, mais qui reste vraiment d'avoir son intimité, d'être tranquille. Très bien. Et il y a aussi, donc peut-être aussi le côté proposer des repas aussi, avoir des personnes qui pourraient faire des plats traditionnels pour nous. Bien sûr, on a plusieurs types d'hébergements. Il y a aussi le côté maison d'hôte, où le propriétaire peut vraiment accueillir les gens et faire tout un service derrière, que ce soit leur faire des visites, leur faire à manger, des plats traditionnels, que ce soit au sud, que ce soit ici par exemple en Kabylie, dans des maisons d'hôtes traditionnelles. Et on essaye aussi nos valeurs aussi, c'est de faire, comment on dirait, des échanges entre les gens, entre le voyageur et les propriétaires. D'accord. C'est un réel dépaysement pour on va dire, les gens du sud qui viennent vers le nord, ou nous, quand on va dans le sud, c'est réellement ce dépaysement que l'on cherche. C'est ça.
Très bien. Donc, tous ces nouveaux propriétaires on va dire que vous sélectionnez pour pouvoir, on va dire, proposer donc à ces futurs visiteurs, ces futurs touristes. Il y a aussi peut-être un côté administratif que vous les aidez dans ce domaine-là, parce qu'on sait très bien qu'il y a des démarches administratives à faire. C'est ça. On fait aussi l'accompagnement avec, on travaille avec le ministère du Tourisme aussi pour vraiment aider à accompagner les propriétaires pour faire les procédures qu'il faut, parce qu'il y a des lois qui règlent ce genre d'activité, et on est là pour vraiment les aider, pour les informer sur le terrain directement. D'accord. Donc, depuis quand on va dire ce lien en fait est opérationnel? J'ai pas trouvé le mot. Ouais. Voilà. Ça fait quelques années. On a lancé cette plateforme, c'était le mot qui m'a échappé. Ça fait quelques années qu'on a lancé. On a lancé une première version pour vraiment avoir le retour. On est en train d'essayer de créer vraiment une plateforme qui est adaptée vraiment à une clientèle algérienne, avec les exigences, avec ses spécificités. Et c'est pour ça on est encore dans la période d'essai pour vraiment avoir les meilleurs retours qu'il faut et développer au mieux cette plateforme. D'accord. Vous sentez au fil des mois, on va dire un engouement, une demande un peu plus accrue? Effectivement, on a un très grand pays, vaste, magnifique aussi. Et les Algériens ont plus tendance à visiter, à découvrir leur pays. Et il y a vraiment une énorme demande dans ce domaine. Justement, on a pu en fait, c'est quelque chose qui est arrivé avec le Covid, donc étant donné que toute la planète a été cadenassée. Donc on s'est retourné, on vit en Algérie, peut-être qu'on a toujours cette... Enfin, c'est le propre à l'être humain, hein. On a toujours tendance à regarder peut-être ailleurs. Là, on s'est dit, on va voir un petit peu. Et depuis ces dernières années, on sent un engouement. Commencez par moi, j'ai passé mes vacances à Djidjel, ça fait quelques années, donc je vais dans cette région, je ne me lasse pas, hein, ça fait plusieurs années. Oui, bien sûr. Très bien, très bien accueilli, très belle région. Donc j'imagine que tous les Algériens ont cet objectif, essayer de se dépayser et de découvrir l'Algérie. Effectivement, il y a une augmentation de demande, et comme vous l'avez souligné, pour la période du Covid où les gens ils devaient sortir ici en Algérie, et ça a changé aussi les mentalités des gens. De découvrir leur pays, de mieux passer leur séjour. Voilà, donc se dépayser. En Algérie, pas très loin, pas très loin. En plus, l'Algérie, c'est beaucoup de culture, il y a énormément de trucs à visiter. On va du sud, les stations thermales, il y a même le tourisme culturel dans les montagnes. Il y a énormément à voir, c'est vrai. Et à visiter. Peut-être toute une vie ne suffirait pas si on regarde bien. Le slogan pour les années 90, il disait, si vous voulez faire le tour du monde en accéléré, visitez l'Algérie. C'est vaste, on a tout. Tout à fait. Donc, sur votre plateforme, j'imagine que vous proposez, on va dire, plusieurs catégories. Donc, entre, par exemple, des villas, vous avez surtout pour tous les budgets. C'est important pour vous. C'est ça. On essaie d'avoir pour tous les budgets. Ça varie en appartement, un F2, jusqu'aux villas avec piscine qui peuvent accueillir jusqu'à 15-20 personnes. Pour les familles nombreuses, pour aussi, je veux souligner sur ça, par rapport aux personnes à mobilité réduite, on essaie aussi de leur offrir aussi des maisons adaptées à leurs besoins aussi, même aux propriétaires, de comment ils vont se comporter avec eux. Bien sûr, on essaie toujours de garder donc ce point-là aussi, donc qui est nécessaire. Puisque comme on a dit tout à l'heure, on a dit que quand on partait très souvent en famille. Donc il y a des personnes âgées avec nous, il y a toujours le maman, le papa, la belle-mère et compagnie. Donc on aime bien rester, même si on part en vacances, on aime bien rester en famille. Voilà, très bien. Donc je disais pour tous les budgets, je vais vous demander, dites-moi quels sont, on va dire, les plus belles, les plus beaux endroits que vous proposez. Vous avez des endroits particuliers? Pour la saison estivale, on va dire l'été, c'est les régions côtières.
Bon, on a le Béjaïa, il y a de très très bel hébergements là-bas. On a la région d'Oran aussi pour l'ouest. Alger, c'est toujours la ville la plus demandée, qu'on aime le plus. Effectivement, toujours avec une grande Casbah demande. envoûtante. C'est ça. Et il y a aussi le côté, on va dire, balnéaire, mer et tout. Il y a aussi le côté nouveauté, centres commerciaux. Les gens aiment vraiment visiter Alger. Oui, c'est vrai qu'elle a un cachet avec très le côté particulier. traditionnel, Oui. comme la Casbah Effectivement, en d'Alger. fait, les deux se côtoient, le traditionnel, le moderne. Et en fait, ils arrivent à cohabiter ensemble. Très bien. Peut-être des nouvelles régions qui autrefois n'étaient pas, on va dire, très demandées, mais qui commencent, on va dire, à sortir un petit peu de l'ombre. Effectivement, comme en Kabylie, on commence à avoir des maisons d'hôtes à des hauteurs à 1200, 1300 mètres dans des villages, vraiment, on va dire, perdus. Perchés, dans des petits villages dans des petits villages. Et même les mentalités commencent à changer, les gens sont accueillants, ils offrent vraiment une prestation, ils aiment faire découvrir leur village, leur région, avec leur culture aussi. On a eu même des groupes d'étrangers qui sont venus et vraiment la liaison s'est faite directement. Ils ont adoré ce genre de région. Et en même temps, ça crée un petit peu de concurrence, comme on peut le voir, donc le village le plus propre de Kabylie. Aussi. Donc chaque année, c'est une concurrence Il y a toujours féroce, une concurrence. Ouais. mais en fait, ça va toujours dans le bon sens. C'est ça. Et on va dire tout est bénéfique pour les futurs visiteurs. C'est ça. Très bien. Donc d'autres régions encore, autre chose à dire à propos de Holiday, c'est ça? Holidar. Voilà. Holidar. Nous, pour notre plateforme, c'est vraiment d'offrir la meilleure expérience pour le voyage. Et c'est pour ça, comme on a été au CITEF, c'est aussi d'avoir les meilleurs partenaires, même pour les voyageurs. Parce que la partie hébergement, vraiment, c'est une partie essentielle dans le voyage, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la partie restauration, visite, transport. Et c'est pour ça qu'on essaie de faire le maximum de partenariats avec les sociétés ou surtout les startups qui offrent ce genre de services. Tout ce qui est visite guidée, aussi avec des sociétés de transport, avec des restaurants, c'est pour offrir au mieux une meilleure expérience de voyage. Une meilleure expérience, en même temps aussi peut-être un plus large choix aussi. Aussi. Donc vous avez des propositions qui sortent, allez, on va dire, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Vous essayez de trouver on essaie toujours de faire. des plans comme ça? Oui, on a des fermes par exemple avec des animaux. On essaie de faire aussi il y a des gens pour des week-ends ou d'aller vraiment vers où il y a dans des fermes. On essaie aussi de faire le maximum de variété pour subvenir vraiment aux besoins de tout le monde. À la demande de tout le monde et surtout aux envies de tout le monde. Très bien. Très bien. Peut-être un dernier mot allez. Bon, je vous remercie déjà encore une fois pour l'invitation, Merci. Pour cette invitation. On souhaite longue vie déjà à Holida. Merci. Et on a vraiment un pays magnifique. Et on est dans le développement, et surtout les jeunes pour faire avancer les choses. On espère que ça va mieux se passer dans l'avenir. Inch'Allah. En tout cas, bravo à tout ce que vous faites. Merci. Et Inch'Allah, vous reviendrez, on va dire, plus tard et vous nous donnerez encore d'autres nouveautés. Merci. Merci d'avoir été parmi nous. Merci. Aïchek. Et moi, je vous propose d'apprécier donc des images de Tipaza et on revient juste après.
Voilà, c'était de très très belles images de la région de Tipaza et j'ai le plaisir de recevoir Yazid Ait Mahiddine. Bonjour Yazid. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aujourd'hui, tu nous parles... Oui, de Tipaza. Et il y a cette icône de Tipaza qui vient nous quitter hier soir. Allah yarhamou. Ali Bouchachi, Allah yarhamou. Allah yarhamou, oui. Donc, une grande perte. Oui, une perte parce que c'est l'âme de Tipaza. C'est pratiquement l'une des voix de Tipaza, puisqu'il était déjà parmi les premiers paroliers du groupe Ichenouien de Tipaza. Et puis, c'était un artiste peintre, il a sillonné les quatre coins du pays, il s'inspire un peu de l'art rupestre, du tassili, il s'inspire aussi de tous les motifs de la région de Tipaza. Donc, sa dernière exposition à la galerie du complexe culturel du Chenois, donc il y avait une palette de couleurs, une palette de compositions vraiment, et puis sans oublier que c'est un homme de la mer. Un homme de la mer, oui, puisqu'il était marin. Il était plongeur déjà, c'était l'un des meilleurs plongeurs de la région de Tipaza. Il a fait de l'apnée, il a fait pratiquement toutes les disciplines aquatiques. Et par la suite, il s'est spécialisé dans l'art du matelotage. En fait, comment faire des nœuds. Très bien. C'était sa spécialité. Et il a formé aussi, il était là à former aussi des jeunes, etc. Donc c'est quelqu'un qui est habité par la mer, par le Chenois. Il était vraiment cette icône de la Mare Nostrum. Lamia Boudbouda avait fait un reportage. Oui, Fali Al-Hamdi, Lamia Boudbouda, c'était... avait rencontré et était revenu ravi. Ça a commencé par cette icône. Il y avait une photographie de lui qui a sillonné le monde. Tout à fait. C'est l'une des plus belles photographies. Et à partir de là, donc, Fali Al-Hamdi et Lamia Boudbouda sont partis sur les pas de ce grand... le vieil homme et la mer, j'allais dire, c'est un immortel parce que l'image reste, cette photographie reste, elle parle de lui, de sa gentillesse, de sa proximité avec les gens, avec le monde de la pêche, avec les dockers, et vraiment... Cet attachement à la mer aussi qu'il avait. Un attachement profond, peut-être d'où il puisait toute son inspiration. Oui, il récupérait aussi des objets de la mer, il récupérait pas mal d'objets de la mer, il en faisait des œuvres d'art, en fait, plus ce qu'il a fait avec le matelotage, ou ce qu'on appelle l'art de faire des nœuds, c'est quelque chose aussi d'extraordinaire. Justement, quand nos journalistes Lamia Boudbouda avait été, il lui avait offert plusieurs petits porte-clés, donc en matelotage, j'en ai encore un, justement. Vraiment, elles étaient revenues ravies de cette rencontre. Pour eux, c'était vraiment une rencontre assez spéciale. C'est vrai qu'on rencontre énormément de monde, mais cette personne-là les ont marqués, puisqu'on en a parlé même pendant notre briefing. Oui, absolument, absolument. C'est quelque part l'âme de Tipaza. Au début, je ne savais pas qu'il était parolier aussi du groupe Ichenouien, etc. Il les a aidés, il était là, il était le premier en fait à parler de ce Chenois, de cette beauté du Chenois, de Tipaza, de Cherchel, de toute cette région du Chenois, qui commence de Tipaza jusqu'à Demous, en allant jusqu'à Bnehoua, etc. C'est vraiment c'est quelqu'un qui dans l'esprit veille toujours sur cette ville de Tipaza, sur Yol, sur Césarée. C'est vraiment... Et puis la peinture aussi, il faut voir aussi ce qu'il a fait. Moi j'ai été à la galerie du complexe Abdouhab Selim de Chenois, où il a laissé vraiment des œuvres inestimables. Et il est décédé hier à l'hôpital de Hadjout à l'âge de 73 ans, et son fils qui nous a appelés pour nous donner l'information. Donc on essaie de lui rendre hommage dans cette matinée. Donc une pensée donc à toute sa famille. Aussi. Oui, la dernière fois il est venu, je pense même dans l'émission Brise d'été, je pense l'année dernière, avec le chanteur Bilal Anou, où il y avait quand même
il y avait en fait de la transmission pour ce jeune Bilal Hanou qui montre aussi qu'il y a une valeur sûre de la chanson chez lui. Donc vraiment, il était aussi dans la transmission. C'est quelqu'un qui voulait, qu'il était là à transmettre tout ce qu'il connaissait, que ce soit dans le matelotage, dans l'art de faire des nœuds, ou dans la peinture ou dans ce rapport à la mer, parce qu'il était plongeur, il était marin, il était pêcheur. Donc à chaque fois, il était là à connaître les lieux, il respectait le monde marin, il respectait les espèces marines, il était là à respecter aussi le monde marin, la pêche, les moments de pêche, etc. C'était quelqu'un qui vivait en harmonie avec la mer, avec le Chênois. Très bien. Donc une région quand même qui a inspiré plus d'un. Yazid, et une région aussi qu'on redécouvre avec énormément de plaisir, comme tu nous l'as dit, puisqu'il y a énormément d'endroits touristiques. Oui, absolument. Et lui, c'était c'était un peu notre guide de la région. Il nous a parlé de la Sainte Salsa, il nous a parlé de Cherchel, de Césarée, de la musique andalouse, il nous a parlé de la musique chenouille, de toute la région. Donc des décennies de vie. De Séléné, voilà. Effectivement. Oui, de Cléopâtre Séléné, de la Sainte Salsa, de Juba II, en fait, du roi, comment ça s'appelle, le mausolée royal mauritanien, en fait. Donc, c'était quelqu'un qui était, j'allais dire, possédé par le Chênois, par Tipaza, puis il était toujours dans le port de Tipaza, il est là à accueillir les gens, à leur parler. Et justement, il avait cette ouverture, cette humilité aussi, cette humilité. Très bien. Vraiment, c'était sa qualité, cette humilité. Très bien. Merci beaucoup, Yazid. Merci. Puis, Allah yarhamou, il sera enterré aujourd'hui au cimetière de Tipaza, Allah yarhamou. Inch'Allah, Allah yarhamou, Allah yarhamou sa'aleh. Voilà, merci beaucoup Yazid, merci de nous avoir suivis. Nous arrivons à la fin de notre émission. Je vous dis restez toujours sur les programmes de Canal Algérie et à demain, Inch'Allah. Merci.